Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Tout de suite, le sommaire. Le premier tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche 30 juin dans l'Hexagone. En principauté, les résidents monégasques de nationalité française se sont eux aussi rendus dans leur bureau de vote situé dans l'ambassade de France. Alors que certains languissent les vacances d'été, d'autres les redoutent. Il s'agit de nos animaux de compagnie qui sont parfois abandonnés au profit de quelques jours de congé. Hélène Gâteau, vétérinaire et auteure, sera notre invitée. Elle nous expliquera comment lutter contre ces comportements inconscients. Les Seychelles sont une destination qui fait incontestablement rêver entre le sable blanc, les palmiers et l'océan à perte de vue. Eh bien, à Monaco, de nombreuses personnes ont pu s'imaginer dans cet archipel grâce à une journée qui lui était spécialement dédiée. Une très belle programmation attend les amoureux du 6e art pour la nouvelle saison du Théâtre Princesse Grace. La directrice des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger, nous dévoilera dans quelques instants l'incroyable variété des pièces qui seront proposées sur scène. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons vous détendre en vivant au rythme de la Dolce Vita, car oui, c'est possible le temps d'une journée grâce à la formule Beach Club pensée par les équipes du Méridien. Mais nous débutons ce journal par un mot de Formule 1 avec la 11e manche de la saison. Elle se tenait ce dimanche en Autriche. Et une chose est sûre, les 71 tours de piste furent pleins de rebondissements. Max Verstappen et Lando Norris se sont attaqués tout au long du parcours et la McLaren a fini par toucher la Red Bull. Norris a dû abandonner et Verstappen termine 5e. Bref, une fin de course terrible pour les pilotes qui profitent à George Russell qui remporte ce Grand Prix. Piastri et Sainz complètent le podium. Cette course s'est avérée également compliquée pour Charles Leclerc, victime d'un incident dès le départ. Il a tout de même réussi à remonter de quelques places et termine à la 11e position. En France, 3 semaines après les élections européennes et la dissolution voulue par Emmanuel Macron, près de 49,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. À Monaco, ce sont plus de 5000 résidents de la principauté de nationalité française qui étaient attendus tout au long de la journée. Les précisions sur place de Yann Badfort, président du bureau de vote. Il est au micro de Justin Hadel. Il y a 5300 électeurs français inscrits sur la liste consulaire à Monaco. Le bureau de vote est ouvert ce dimanche depuis 8 heures. Nous fermerons à 18 heures. Et ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs modalités de vote. Les Français pouvaient également voter par Internet. La circonscription comprend Monaco, le Portugal, l'Espagne et Andorre. Nous avons 2 bureaux de vote à l'intérieur de l'ambassade. Donc notre liste d'électeurs est scindée en 2, mais nous avons appelé tous les électeurs à venir voter ici à l'ambassade. Les premiers résultats de l'élection seront dévoilés à partir de 20 h. Chaque année, l'été est un vrai fléau pour les animaux qui sont abandonnés par leurs propriétaires, une problématique alarmante et persistante dans de nombreux pays. Hélène Gâteau est vétérinaire, auteure et chroniqueuse radio. Elle raconte notamment dans son dernier livre la relation privilégiée qu'elle entretient avec Colonel, son border terrier. Et elle est présente avec nous sur Monaco Info. Bonsoir à vous Hélène Gâteau. Bonsoir Julia. On parle de 100 millions d'animaux abandonnés dans le monde chaque année, des chiffres qui illustrent finalement l'urgence de la situation. Pendant longtemps, on parlait de 100 000 animaux abandonnés tous les ans. On se rend compte qu'on serait plus autour de 300 000 animaux abandonnés chaque année en France, ce qui correspond à peu près à un animal toutes les 2 minutes. 720 animaux par jour. Donc déjà, quand on se rend compte de ça, un animal toutes les 2 minutes, effectivement, ça parle. C'est extrêmement parlant à l'échelle de la population française. C'est beaucoup trop. C'est évident qu'il y a un vrai sujet autour de l'abandon des animaux. Alors, je parle de la France, mais oui, c'est valable partout. Et aujourd'hui, c'est une situation qu'il faut essayer un robinet qu'il faut arrêter parce que derrière, ce sont des animaux qui sont malheureux, évidemment. On pense forcément, quand on parle d'abandon, aux chiens, aux chats, mais ce n'est pas que ça. Hein. Tout type d'animaux de compagnie sont susceptibles d'être abandonnés dans des refuges ou même sur la voie publique, malheureusement. Oui, alors si on pense par exemple aux lapins, aux cochons d'Inde, à Paris par exemple, il y a certains parcs
qui pullulent de lapins nains, dont les gens se sont débarrassés avant de partir en vacances parce qu'ils savaient pas quoi faire de la caisse, de l'animal, etc. Et donc, on a des lapins qui survivent tant bien que mal, souvent grâce à des bénévoles ou des gens qui vont les nourrir, mettre des petites carottes, des petites salades dans certains coins du parc. Mais bon, leur durée de vie et leur espérance de vie n'est pas très longue, évidemment. Mais oui, les abandons, ça concerne les chiens, les chats, les animaux, ce qu'on appelle les nacs. Tous les animaux sont susceptibles d'être abandonnés aujourd'hui. Ouais. Ces abandons d'animaux de compagnie ne sont pas des actes isolés, mais résultent souvent d'une combinaison de facteurs socio-économiques et comportementaux. Alors finalement, lesquels ? Alors, en fait, oui, derrière le terme d'abandon, il faudrait réussir à le définir un peu mieux parce que tous les abandons n'ont pas la même valeur. J'entends par là que si quelqu'un doit se séparer de son animal parce qu'il est touché par une longue maladie, qu'il doit être hospitalisé pendant longtemps, qu'il n'a pas de solution autour de lui, pas de famille pour prendre en charge l'animal et qu'il est obligé de le placer dans un refuge ou auprès d'une association, ça n'a pas du tout la même valeur que quelqu'un qui va larguer son chien accroché à une aire d'autoroute, parce que ça existe toujours, oui, avec une laisse courte. Ça n'a pas du tout la même chose. Donc oui, effectivement, il y a différents types d'abandon, soit les abandons par aussi des soucis financiers qui peuvent expliquer cela. Personne n'est à l'abri d'un coup dur dans la vie. Les problèmes de maladie, de décès, les difficultés aussi suite à un animal dont on n'arrive pas à gérer le comportement, ça c'est plus problématique parce que ça veut dire qu'on n'a pas forcément été au courant de comment éduquer un chien, comment faire en sorte qu'il ait une vie équilibrée, il va développer des comportements inappropriés, on se retrouve débordé. Et puis des gens qui se lassent aussi, ça arrive, voilà. Enfin, moi je trouve ça monstrueux, mais des gens qui sont complètement inconséquents par rapport au fait d'avoir un animal à la maison. Et puis, on a aussi les gens qui ne stérilisent pas leurs animaux, je pense surtout aux chats, et on se retrouve avec des portées de chatons, comme c'est le cas en ce moment, parce que c'est la saison. Faut-il éduquer aussi finalement les enfants dès le plus jeune âge à la responsabilité d'avoir un animal et à sa protection ? Alors oui, ça passe par là, ça passe par éduquer les enfants, ça passe aussi par un meilleur encadrement des circuits d'approvisionnement des gens par rapport aux animaux, c'est-à-dire que s'ils vont chez un éleveur, s'ils vont dans un refuge, dans une association, généralement ils vont on va leur donner des conseils, ils vont être questionnés pour savoir si leur mode de vie correspond à un chien ou un chat, est-ce qu'ils sont capables d'en assumer la responsabilité. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on peut trouver un chien ou un chat n'importe où sur Internet, sur les réseaux sociaux, et du jour au lendemain se retrouver avec un animal sans avoir réfléchi à cela. J'aimerais que l'on parle de votre livre « Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant » aux éditions Albin Michel. Des études scientifiques prouvent que le lien d'attachement que l'on peut avoir avec un chien est extrêmement similaire au lien d'attachement d'une maman avec son bébé. Expliquez-nous. C'est d'autant plus pour ça que moi j'arrive pas à comprendre l'acte d'abandon parce que effectivement à partir du moment où on passe du temps avec son animal, il y a un lien qui se crée extrêmement rapidement, un lien d'attachement qui repose sur des processus qui sont les mêmes, donc comme vous le disiez, que ceux d'une maman avec son bébé, donc un attachement grâce aux cascades d'hormones, de neurotransmetteurs. Vous savez, on parle de l'ocytocine, mais c'est pas la seule hormone qui est impliquée dans ce processus d'attachement. Donc ça a été prouvé scientifiquement, que les mêmes zones aussi que l'on peut voir en imagerie médicale au niveau du cerveau qui s'activent quand une maman regarde son bébé et quand une dog mom comme moi va regarder son chien, ce sont exactement les mêmes zones. Donc c'est très très similaire et si tous les gens avaient finalement, même si parfois on peut railler un petit peu ma façon de comparer le lien d'attachement qu'on peut avoir avec un enfant ou avec un chien, si tous les gens qui avaient le même attachement que moi avec leur animal, c'était le même attachement, je pense qu'on n'aurait pas autant d'abandon, ça c'est évident. Merci Hélène Gâteau d'avoir été présente sur Monaco Info pour nous parler de la lutte contre les abandons des animaux de compagnie. Merci Julia. Paraît-il que c'est aux Seychelles que la vie est belle, et bien plusieurs monégasques ont pu le découvrir grâce à une journée spéciale organisée ce samedi par le consulat honoraire de la République des Seychelles en Principauté. Une mise à l'honneur qui fait suite à la visite du prince souverain dans cet archipel lors des explorations de Monaco. Le récit d'une journée intense avec Justin Hadel, Alexandra Marangoni et Marie-Ève Béé. Aux Seychelles, la fête nationale bat son plein. Et à Monaco, l'archipel est mis à l'honneur.
Tout commence à 9 h du matin au musée océanographique Espace Oceanomania, le plus grand cabinet de curiosité du monde marin. Ici, la Seychelles Islands Foundation remet un spécimen de coco de mer, une graine d'une espèce rare et emblématique de ces îles réputées. Une cérémonie officielle organisée par l'Institut océanographique en partenariat avec la SIF et le consulat honoraire de la République des Seychelles à Monaco. Le tout avec la présence de l'ambassadeur séchellois venant de Bruxelles ainsi que d'autres autorités. Il y a un lien entre l'Institut océanographique, les explorations de Monaco et les Seychelles. On a fait une grande mission scientifique dans l'océan Indien et qui a été vraiment très supportée par les Seychelles et la Seychelles Island Foundation pour nous permettre techniquement d'accéder à des endroits importants en termes de biodiversité. Donc c'était un premier élément de satisfaction. Et puis évidemment intégrer une graine de coco de mer dans le cabinet de curiosité de Marc Dion et compléter cette œuvre et la partie naturaliste de cette œuvre est aussi une grande joie. Une joie partagée évidemment par les représentants seychellois. I'm immensely grateful for having the opportunity to be here today. I'm proud to be here today and to present the coco de mer, which is the national symbol of Seychelles, to Monaco. Un plaisir qui se poursuit l'après-midi au Monte Carlo Bay Hotel and Resort. Depuis un mois, une exposition artistique sur le coco de mer a pu être observée. Idem, le chef Marcel Ravin a proposé tout le mois de juin un plat seychellois à la carte du restaurant L'Orange Verte. Et désormais, ceci, un après-midi immersif au sein du jardin méditerranéen. Activités artistiques, gustatives, en passant par une sensibilisation environnementale, il y a de quoi ravir petits et grands, y compris le consul général honoraire. Ces ateliers que j'ai derrière moi, qui, on va dire, donne un avant-goût des Seychelles à tout le monde, avec de l'artisanat, avec du tourisme, avec de la confection qu'on fait aux Seychelles. C'est une, on va dire, une passion de pouvoir fournir et mettre en valeur ce pays qui est merveilleux. Malgré un temps mitigé, la journée a pu se dérouler sans encombre. De quoi célébrer comme il se doit les Seychelles à Monaco. Ils reviennent de Breda aux Pays-Bas où ils ont disputé les championnats d'Europe des casinos à la mi-juin. Ces passionnés de golf, pour la plupart employés de la Société des Bains de Mer, font partie de l'association sportive de golf de la SBM. Et après avoir raflé de nombreux titres, ils ont pu célébrer leur victoire au pluriel autour d'un cocktail en présence du président délégué du groupe Stéphane Valéry. Je vous propose d'écouter tout de suite l'un des heureux participants. Il s'agit de Johan Garino. L'heure est à la fête. D'ailleurs, on remercie le président Valéry pour nous avoir invités à l'Amazonico pour fêter cette victoire, à la fois dans le groupe et à la fois individuelle. Et on est ravis parce qu'on est un bon groupe depuis des années. On fait 3-4 ans qu'on se suit, quasiment le même groupe de tous les ans. Donc c'est vrai qu'on a une bonne ambiance entre nous, on est très contents. On est tous passionnés de golf. On a un magnifique golf qui appartient à la société, au Montagel. Donc c'est vrai que ça aide aussi beaucoup. On est tous passionnés depuis. Moi j'ai commencé petit, j'ai arrêté le temps de mes études et quand je suis revenu au casino, j'ai repris parce qu'on a assez de temps libre pour pouvoir justement pratiquer cette discipline qui est parfaite pour se détendre. On a gagné l'équipe de meilleurs casinos européens, on a gagné le double, on a gagné en tant qu'équipe, en tant qu'individuel, on a gagné donc mon titre de premier en Stableford. On a gagné le titre du plus long drive, le titre de l'approche. Il y a un petit jeu qui s'appelle Beat the Pro, il y a un professionnel qui vient jouer. Et c'est la meilleure approche voilà. Et on a deux employés qui ont battu le professionnel dans ce petit concours. Des propos recueillis par Sarah Nkari et Alexandra Marangoni. Pour rappel, cette compétition rassemble une centaine de participants chaque année, dont l'équipe du Casino de Monte-Carlo, composée d'une vingtaine de personnes. Chaque édition est organisée dans un pays différent et c'est à Monaco qu'aura lieu la prochaine. Nos champions vont-ils conserver leur titre à domicile? Réponse à l'automne prochain. Ouvrons une page culturelle dans ce journal avec le théâtre Princesse Grace qui vient de présenter sa programmation pour la saison 2024-2025. Une trentaine de pièces seront proposées tout au long de l'année. Pour découvrir tout ce qui attend les spectateurs, Fabien Bonilla a pu rencontrer la directrice des affaires culturelles.
Bonsoir Fabien. C'est une belle programmation que vous nous proposez avec 28 rendez-vous tout au long de la saison, les mardis et les jeudis essentiellement. Parlez-moi de cette programmation, de sa couleur, de son éclectisme. Alors de sa couleur, elle est à la couleur de la littérature et puis aussi des nouveautés et de la création artistique théâtrale actuellement sur la scène parisienne. On parlait d'éclectisme là à l'instant avec du classique comme Richard III ou complètement contemporain comme par exemple Paloma au pluriel. Ça va être très varié là. Hein. Oui, c'est très varié. C'est un souhait de faire à la fois bien découvrir les classiques, mais également d'avoir des créations contemporaines et notamment Paloma au pluriel est quand même un fait assez exceptionnel sur cette scène du Théâtre Princesse Grace. Et c'est une vraie performance d'acteur que d'avoir tous ces personnages féminins que l'on va découvrir au fur et à mesure du spectacle. Mais que faudrait-il retenir ? Vous avez des coups de cœur par exemple ? Ce que je peux dire, c'est qu'on va ouvrir la saison avec un Don Juan tout à fait exceptionnel de Masha Makayev et donc un texte classique avec une création scénographique très contemporaine. Ensuite, on va également avoir un adieu sur scène, adieu de Michel Bougenat, qui a tenu à venir faire ses adieux sur cette scène du Théâtre Princesse Grace. Donc je pense que ça va être à la fois un moment humoristique et puis avec un petit pincement au cœur également. Il va y avoir beaucoup d'émotions ce soir-là. On a une très grande production avec la Comédie Française sur une adaptation du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, où nous avons à la fois des marionnettes et puis une grande partie des acteurs de la troupe du Français qui vont venir au Grimaldi Forum pour une production extraordinaire. Ce spectacle qui est à la fois pour les adultes mais aussi pour les enfants et qui va nous raconter l'histoire extraordinaire de ce roman fantastique de Jules Verne. Puis il va y avoir de grands noms tout au long de la saison. Michel Bougenat, Laurent Deutsch, Yvan Attal, Richard Berry, Gérard Darmon, Michel Faure, Régis Laspalais, Stéphane de Grotte, Sophie Marceau et François Berléand. Vous allez faire venir du beau monde là, hein ? Oui. Mais il n'y a pas de difficulté à faire venir ces grands artistes en principauté parce que notre Théâtre Princesse Grace, qui est le théâtre national, est une référence pour eux et ils viennent toujours avec grand plaisir pour jouer devant le public monégasque. Vous exportez au Grimaldi Forum, vous proposez aussi une projection ciné en partenariat avec l'Institut Audio et vous accueillez une nouvelle fois les rencontres philo. Oui, alors nous tenons d'une part à ce que ce théâtre soit la maison des mots et de la philosophie. Donc bien évidemment, les rencontres philo partagent cette maison. Mais nous avons aussi à cœur de l'ouvrir sur de nombreux projets pédagogiques, à la fois avec l'Académie de musique Régnier III Musique et Théâtre, que nous accueillons sur cette scène, mais également le pavillon Bozio qui vient faire des ateliers de scénographie. Comment est-ce que vous procédez pour préparer votre saison ? Parce que c'est un travail de longue haleine et tout au long de l'année, hein, j'imagine. Eh bien, je me tiens informée de tout ce qui se fait, bien évidemment, en France. Je vais voir certaines pièces, je lis beaucoup de critiques. Et puis, je suis toujours une vision politique, culturelle pour ce théâtre. Parce que j'ai à cœur de faire découvrir au public à la fois des textes, mais aussi des nouvelles mises en scène. Par exemple, cette année, pour la deuxième fois, on va accueillir le texte de Yasmina Reza, Art, mais avec d'autres acteurs comme François Morel. Donc ça va être un grand moment. Mon souhait est de faire découvrir tout ce qui se fait de mieux, je dirais, sur cette petite scène du Théâtre Princesse Grace et le public nous en est reconnaissant. Voilà ce que l'on pouvait dire de la saison prochaine du Théâtre Princesse Grace avec en ouverture Don Juan de Molière le jeudi 3 octobre pour s'achever par un château de cartes avec Gérard Darmon et Horatica le 13 mai. Pour en savoir plus sur cette programmation, je vous invite à aller sur le site du tpgmonaco.mc. Merci Françoise Gamerdinger. Merci Fabien, à très bientôt.
Dès demain et jusqu'au 6 juillet, les eaux monégasques accueilleront la 10e édition du Monaco Energy Boat Challenge, un événement unique au monde qui vise un avenir durable grâce aux énergies alternatives. L'occasion également de découvrir de nouvelles installations en démonstration. C'est le cas de ce ponton flottant produisant de l'hydrogène vert. Il est depuis plusieurs mois dans la marina du Yacht Club de Monaco. Plus d'explications avec Fabien Bonilla. Ce ponton n'est pas un ponton comme les autres, c'est en quelque sorte une station-service environnementale. Il s'agit là de la première plateforme flottante produisant de l'hydrogène vert à partir d'énergie renouvelable, autrement dit à partir d'eau de mer et de panneaux solaires. Très concrètement, ce ponton fournira de l'hydrogène aux participants du 11e Monaco Energy Boat Challenge, la première semaine de juillet. Le lancement de ce ponton autonome high-tech du Yacht Club a été développé et présenté ce lundi matin par les ingénieurs de la SBM Offshore devant de nombreuses personnalités de la principauté. C'est parti. C'est parti. C'est tout bon. Merci. On capture l'énergie solaire par les panneaux solaires que vous voyez tout autour et dessus. Cette énergie est stockée pour pouvoir produire la nuit et convertie en électricité qui va dans nos équipements. On a deux équipements principaux, un électrolyseur qui casse la molécule d'eau pour faire de l'hydrogène et un compresseur qui comprime cet hydrogène dans des bouteilles. Cette démarche s'inscrit dans la volonté des SBM Offshore d'être un acteur de la transition énergétique. Donc, même si nous on est comme une compagnie dans le secteur des énergies traditionnelles depuis déjà plusieurs années, on a commencé à développer des produits dans ce secteur et donc on est pleinement dans la phase d'étudier toute nouvelle énergie qui puisse faire partie, selon nous, de l'équation de la transition énergétique. Le Yacht Club de Monaco a pour ambition de positionner la principauté comme le fer de lance d'un yachting responsable, conformément aux objectifs de durabilité de l'ONU. En 1904, vous savez que c'était la fin des bateaux à vapeur et que c'était les bateaux thermiques. On ne savait pas encore quelles allaient être les évolutions, quels allaient être le futur des moteurs thermiques. Et paradoxalement, un peu plus d'un siècle après, on se retrouve dans la même situation. On produit de l'hydrogène, mais on réfléchit à d'autres systèmes. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'un siècle après, Monaco est toujours à la pointe de la technologie et essaye de contribuer au développement du yachting. Parmi les autres initiatives environnementales du Yacht Club, le traitement et le recyclage de l'eau de la piscine, mise en place il y a près d'un an. Grâce à cette technologie, 1 million de litres d'eau a déjà été traité et réinjecté en cercle vertueux. Un peu de légèreté à présent avec le nouveau concept de l'hôtel Méridien. Prenons donc la direction du quartier du Larvoto à la découverte de cette expérience de l'été baptisée La Plage & More. Elle regroupe plage, piscine, sauna, kids club ou encore salle de sport. Reportage de Sarah Inkari et Thomas Deus. Se prélasser sous les pins, nager dans les eaux cristallines, bref, vivre au rythme de la Dolce Vita le temps d'une journée, c'est l'idée de cette formule Beach Club inédite pensée par les équipes du Méridien. On se différencie complètement. Déjà, on est singulier par le fait d'être le seul hôtel de la Principauté à avoir une plage privée, mais on se singularise aussi parce que peu d'hôtels peuvent vous offrir l'accès à une plage, ou peu de plages, je dirais, peuvent vous offrir l'accès à une plage, mais aussi à une piscine, mais aussi à une variété de restaurants au sein de l'hôtel, et aussi à du bien-être avec notre proposition de massage également disponible dans cette offre. Et tout cela à un prix abordable. On a un prix de 65 € pour le pass journalier, c'est un prix très compétitif et c'est véritablement aujourd'hui notre objectif, c'est de, encore une fois, casser cette idée que la plage du Méridien n'est pas accessible. Elle est accessible, alors elle n'est pas accessible de façon, on ne peut pas accueillir 500 personnes, puisque 500 personnes c'est l'ensemble de nos clients en général tous les jours dans l'hôtel, mais on a quelques matelas disponibles et on se dit que ce serait vraiment très sympathique de les donner à un prix démocratique, en tout cas pas si démocratique que ça, mais en tout cas abordable pour pouvoir passer une journée et profiter dans ce lieu exceptionnel de toutes nos infrastructures. En supplément, il est également possible de réserver un massage relaxant dans le spa en plein air ou de ressentir des sensations fortes en s'adonnant au sport nautique. Il n'en fallait pas plus pour combler les premiers clients. J'ai décidé de passer la journée avec mon amie Hélène. Aujourd'hui, je l'ai invitée à déjeuner et je pense qu'on va profiter de la plage après et se faire une petite séance bronzage, même si le soleil n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Je pense que ça peut être sympa. Et pour l'instant, l'heure est au cocktail. Ben oui. On commence léger la journée là. Enfin, il est quelle heure d'ailleurs? Je sais pas.
Et pour les petits creux durant la journée, vous aurez l'embarras du choix avec les 4 bars et restaurants dont dispose le 4 étoiles. À la carte, des plats et des desserts gourmands comme cette délicieuse pavlova aux fruits rouges. Le soleil est de retour, alors profitez-en et pensez à savourer chaque instant. En parlant de soleil et pour clôturer ce journal, je vous propose de retrouver Justin Hadel pour un point complet sur les prévisions météo du tout premier jour du mois de juillet. Bonsoir Justin. Bonsoir Julia, après un dimanche très chaud, les nuages seront toujours présents en principauté, ce qui n'empêchera pas le soleil de répondre lui aussi à l'invitation, tout comme les températures. Elles oscilleront de 21 à 24 degrés, la mer, elle, devrait atteindre la barre des 23 degrés. Demain, il fera jour à partir de 5h50, la nuit, elle, pointera le bout de son nez à partir de 21h17. Thierry, demain, c'est votre jour. Merci infiniment à vous, Justin Hadel. On se quitte ce soir avec le flashback de la semaine. C'est en quelque sorte la rétrospective des événements qui se sont passés les années précédentes à la même période. Demain, vous retrouverez Fabien Bonilla aux commandes de ce journal. Pour ma part, je vous dis évidemment à très bientôt sur Monaco Info.